3 années de rénovation ont permis au musée Ingres de se révéler sous un jour inédit. Pourtant, ce nouveau visage n'en est qu'un parmi d'autres. Car derrière le jeu de transparence des installations modernes se révèle une architecture qui nous traduit son passé. À nous de la décrypter. Le musée occupe un ancien palais épiscopal construit au XVIIe siècle, utilisé ensuite comme hôtel de ville après la Révolution française. Mais l'histoire du bâtiment commence bien plus tôt. Certaines de ces salles, aux voûtes en ogive, nous rappellent qu'il est édifié sur les vestiges d'un château fort médiéval, un ouvrage défensif stratégiquement positionné sur les bords du Tarn. Ce château est né sous l'impulsion d'un comte de Toulouse, Alphonse Jourdain. En 1144, il crée une nouvelle ville à la frontière nord-ouest de son territoire, Montauban. Et à cette ville, il faut un pont, puis un fort pour la protéger. Les travaux démarrent au début du XIIIe siècle. Quelques 100 ans après Alphonse Jourdain, en 1229, un autre comte de Toulouse, Raymond VII, signe avec le jeune roi de France Louis IX le traité de Meaux qui met fin à la croisade contre les Albigeois. Raymond VII s'engage à démanteler ses systèmes défensifs. À Montauban, les travaux s'arrêtent. Au XIVe siècle, un nouveau conflit va faire renaître le projet de fort. La guerre de 100 ans qui oppose la France à l'Angleterre fait rage et grâce au traité de Brétigny, signé en 1360, les Anglais obtiennent la souveraineté de la région et s'installent à Montauban. Ils veulent à leur tour assurer leur défense. Édouard de Woodstock, fils du roi d'Angleterre, ordonne la reprise des travaux du fort. Édouard n'est autre que le prince noir, un surnom né d'une légendaire noirceur d'âme, ou peut-être de sa propension à se barbouiller la figure avant la bataille. Mais quelle que soit son obscure réputation, cette guerre sans fin l'oblige à fuir en 1369. Une nouvelle fois, les travaux du fort sont interrompus et seule une salle d'armes est achevée. Elle est encore visible aujourd'hui avec ses fenêtres à coups-sièges qui permettent de s'asseoir à la lumière. Ce qui ressemble maintenant de plus en plus à un château reste alors longtemps à l'abandon. Bien loin de ses espoirs de gloire militaire, voici qu'il abrite tout un peuple de mendiants en une véritable cour des miracles. Mais qu'à cela ne tienne, les consuls de Montauban décident de le réinvestir en 1520 avec la même ambition que leurs prédécesseurs. Renforcer la défense de la ville et assurer la protection de ses habitants. Grand bien leur en prend, car les guerres de religion se profilent à l'horizon. À partir des années 1530, Montauban devient l'une des capitales du protestantisme français et le château sert de refuge aux réformés. La ville entre dans un siècle de résistance, mais en 1629, elle capitule devant les armées du roi Louis XIII et ses remparts sont détruits. Le château fort voit la fin de sa carrière militaire et le début d'une destinée un peu plus spirituelle. Montauban, la protestante, est tombée, mais le symbole doit être encore plus fort pour le pouvoir catholique. L'évêque Pierre de Berthier décide donc quelques années plus tard d'établir son nouveau palais épiscopal sur ce site. Il obtient de Louis XIV le don de l'ancien fort mais ne lui rend pas honneur. Son architecte, Bertrand Cammartin, fait abattre une partie des structures médiévales. Il conserve cependant la salle voûtée du sous-sol, la fameuse salle du Prince Noir. Cammartin imagine un pavillon central avec 2 ailes organisées autour d'une cour fermée par un mur écran. Le projet ambitieux se révèle ruineux. Si bien que l'évêque n'hésite pas à investir sa fortune personnelle plus les revenus de l'évêché et par la même occasion l'argent des contribuables prélevé par un impôt spécial. Le chantier se déroule de 1664 à 1680. 6 prélats vont se succéder dans le palais jusqu'en 1790. Le château fort n'est alors plus qu'un souvenir et une atmosphère bien plus paisible s'installe dans ce coin des rives du Tarn. Au sous-sol, les odeurs de pain de la boulangerie se perçoivent peut-être depuis la chapelle provisoire, sacrée en 1674, tandis que la salle du Prince Noir et la salle Chandos servent toutes deux de magasins à bois. Au rez-de-chaussée, l'heure est à l'apparat, avec la grande salle de réception, dite aussi antichambre, et le salon de compagnie dit aussi salle d'assemblée. Au premier étage, la chapelle épiscopale, en fonction de 1680 à 1792, se veut plus prestigieuse que son homologue transitoire du sous-sol. Dans la chambre à coucher des évêques, le marbre rouge de la cheminée date de Pierre de Berthier, mais l'emblème sur la haute est celui d'un de ses successeurs appartenant à la famille de Monseigneur de Colbert. Il est difficile par contre de percevoir l'âme du palais au deuxième étage, tant les transformations ont été importantes, même si les plafonds et les parquets datent du XVIIe siècle. On sait qu'à l'origine, un long corridor partait du grand escalier et rejoignait l'escalier de service dans le pavillon sud-est en desservant 7 ou 8 salles.
Au-delà de cette quiétude, le fracas de la Révolution va ouvrir une nouvelle page pour le rêve coûteux de Monseigneur de Berthier. La Révolution française change considérablement la vocation du palais épiscopal. Le voici confisqué en tant que bien national, puis vendu aux enchères. Ainsi, la municipalité de Montauban l'achète en 1790 et y installe l'hôtel de ville, le décorant au passage de quelques blasons. Une bibliothèque et une école de dessin investissent les lieux, mais déjà l'idée d'un musée est présente. Dès 1820, une première collection est rassemblée dans le palais, avec quelques tableaux et moulages d'antiques. Ils vont servir de modèle pour l'école de dessin qui occupe au premier étage la grande salle centrale et le pavillon nord-ouest. En 1843, le musée se développe grâce au baron Vialet de Mortarieux, ancien maire de la ville, qui lui offre sa galerie personnelle de tableaux. Mais c'est un autre donateur prestigieux qui va lui fournir ses lettres de noblesse. Jean-Auguste Dominique Ingres, enfant du pays, cède lui aussi, en 1851, une partie de ses collections à Montauban. Le fonds se complète par la suite grâce à l'État, qui y dépose régulièrement des œuvres, mais aussi grâce aux legs recueillis par Armand Cambon, premier directeur du musée, qui n'est autre qu'un proche d'Ingres. La mort d'Ingres, le 14 janvier 1867, va définitivement donner son identité au musée. Il laisse à la ville, outre son fameux violon, l'ensemble des œuvres de son atelier, dont 4500 dessins, autographes et une trentaine de tableaux. Il aura ces mots. Je suis heureux de penser que je serai toujours à Montauban et que là, où par circonstance je n'ai pu vivre, je vivrai éternellement dans le généreux et touchant souvenir de mes compatriotes. Le musée s'appelle désormais Musée Ingres et une nouvelle présentation est inaugurée dès le mois de février 1867. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il devient le refuge de près de 3000 œuvres du Louvre en transit. La célèbre Joconde orne provisoirement le bureau du conservateur du département des peintures, René Huyghe. Dans les années 50, ce sont les sculptures de Bourdelle qui s'installent dans la salle de réception du rez-de-chaussée. Le musée est devenu une institution, mais le bâtiment n'en a pas fini avec les métamorphoses. Depuis l'orée des années 2000, le musée Ingres réfléchit et prépare son nouveau visage. La première phase de cette transformation se matérialise avec la construction de nouvelles réserves externalisées en 2008, conçues par un jeune architecte toulousain, Raphaël Voinché. Mais Ingres n'est pas loin, car les réserves ont reçu une vêture de béton et de verre, dont le décor est inspiré d'un détail de la robe de sa Stratonice. Aujourd'hui, le bâtiment se rénove afin d'offrir les meilleures conditions de visite. S'agit-il de son ultime visage ? Tout porte à croire qu'il aura d'autres histoires à raconter.